Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. C'est la suite des mondes de Laurent Godet. Avec Laurent Godet, bonjour. Bonjour. Avec Alfred, bonjour et bienvenue bonjour. À vous. On a 1h30 à passer ensemble tous les trois, qui va être découpée en plusieurs moments qu'on vous annoncera au fur et à mesure. Peut-être un mot pour vous présenter l'un et l'autre. Laurent Godet, vous êtes le grand invité du MUSEM. Vous avez posé vos valises et vos amis pour 2 jours d'agape littéraire, musicale et graphique. Il y a 20 ans exactement, c'est un anniversaire, on peut le dire, à peine remis du Goncourt des lycéens pour la mort du roi Tsongor, vous remportiez le prix Goncourt pour Le Soleil d'Escorta. C'était donc en 2004. Depuis, vous publiez à un rythme soutenu des œuvres qui voyagent à leur tour par le monde, traduites, mises en scène, lues et partagées. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans, d'une vingtaine de pièces de théâtre, de reportages à Haïti, en Irak ou en Sicile. Vous avez écrit des livrets d'opéra, un recueil de poèmes et de nombreuses nouvelles inspirées de voyages. Vous voyez, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon, ça va être la fin de l'heure et demie très très vite. Onisos le Furieux, c'était votre première pièce de théâtre écrite en 98. On était dans l'Antiquité. Votre dernier livre, Terrasse, où notre long baiser si longtemps retardé s'intéresse aux grandes blessures du monde contemporain. Laurent Godet, je pourrais résumer peut-être votre œuvre, enfin non, pas la résumer, mais peut-être la dire dans une phrase. De la démesure des puissants à la noblesse des vies minuscules, tout ce qui est humain semble vous passionner, vous questionner. Aujourd'hui, nous nous retrouvons autour d'un de vos tropismes, si je puis dire, l'Italie, ce pays qui est pour vous à la fois un ancrage et le départ de nombreuses épopées. C'est une des raisons pour lesquelles Alfred est assis là à vos côtés. Bienvenue à vous. Alors, difficile en vous lisant, Alfred, de ne pas sauter dans le premier train pour Venise ou pour Naples. Ce sont 2 villes que vous connaissez bien, que vous avez beaucoup dessinées. Tout ce que je sais de l'Italie en vous, je le tiens de vos jardins invisibles, un recueil de souvenirs autobiographiques et sensibles, à paraître en janvier 2025 aux éditions Delcourt, là où a paru une grande partie de vos livres depuis 1997. Donc vous êtes quasiment frère de début de vie littéraire. Vous êtes dessinateur autodidacte, vous avez commencé à forger votre plume ou vos pinceaux plutôt dans le milieu de la micro-édition. Vous êtes entré aux éditions Delcourt donc en 1997. Vous avez publié de nombreux albums, mais aussi des affiches de films. Vous avez monté de nombreux spectacles dessinés. Dire peut-être que Pourquoi j'ai tué Pierre a été récompensé à Angoulême en 2007, coécrit avec Olivier K. Come Prima aussi, Fauve d'or à Angoulême en 2014. C'est le premier album d'une série italienne qui comprend Senso et Maltempo, qui sont tous disponibles à la librairie qui est à l'extérieur de cette salle. On aura l'occasion de revenir sur ces différents albums. Je dirais juste que pour un BDiste, vous sortez pas mal de votre bulle. Vous avez collaboré avec de nombreux artistes, notamment pour des concerts-performances dessinées, avec Brigitte Fontaine, JP Nataf. Vous avez suivi Étienne Dao et Arthur H en tournée pour illustrer leurs concerts et leur vie quotidienne. Et puis je terminerai en disant que vous revenez en terrain connu, puisque l'année dernière, vous étiez ici au MUSEM, dans le cadre du festival Au les Beaux Jours, pour une pièce Edmond Dumas Dantès. Je ne dirai pas de qui ça parle, avec le musicien Fred Nefché. Aujourd'hui, on va vous voir au travail, puisque vous allez illustrer en live, comme c'est une pratique qui vous est maintenant peut-être un peu familière, sur une lecture d'un texte de Laurent Godet.
Ce sera dans quelques minutes. Mais d'abord, je voudrais qu'on dise quelques mots sur ce rendez-vous historique qui vous réunit aujourd'hui. Alors certes, historique, prend un sens un peu élastique quand on vous lit Laurent Godet, mais quand même, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose d'important pour vous deux. C'est un rendez-vous que vous vous êtes donné depuis longtemps. Peut-être pour comprendre le rapport que vous avez l'un à l'autre, je voudrais que vous raviviez le souvenir de la première lecture que vous avez fait respectivement des livres de l'autre. Qui commence? Je peux commencer, d'autant que la date est facile puisqu'on en fête un anniversaire. Moi, j'ai découvert le travail écriture de Laurent il y a exactement 20 ans, au moment du Soleil d'Escorta. Je tiens à dire que je l'ai découvert avant le prix, grâce à un excellent libraire, La Machine à lire, qui est mon libraire à Bordeaux, et qui m'avait dit « Lis ça, c'est pour toi ». Sans m'en dire forcément plus, j'ai effectivement à l'époque pris une belle gifle en lisant ce livre. Et ce qui m'a le plus frappé à ce moment-là, c'était de me reconnaître à l'intérieur de c'est-à-dire d'avoir la sensation, non pas qu'il l'avait écrit pour moi, mais en tout cas d'avoir la sensation que ce dont il parlait, même si on traverse des époques, même si ce sont des gens que je ne connais pas, ils me sont familiers. Je les ai déjà croisés, peut-être un peu à travers ma famille, mais en tout cas, moi, dans mon humanité, j'ai déjà croisé un peu ces gens-là, ces doutes-là, ces tensions-là, j'en connais certaines. Et il y avait quelque chose de très fort, ça a été une découverte très très forte pour moi, qui m'a donné envie de suivre, de revenir déjà sur ce que je n'avais pas lu avant, puis de poursuivre ce qui allait venir ensuite. Voilà, ma première lecture de Laurent, ce sont mes 20 ans. Ce sont mes 20 ans de lecture de Laurent Godet. Alors moi, avant de répondre à cette question épineuse pour moi, parce que j'ai honte, vous allez voir, mais je voudrais juste faire un tout petit détour et vous dire à quel point je suis content de ce petit moment allez, disons-le, qui va être historique, effectivement. Non, je suis ravi d'abord que vous soyez là, que Alfred ait accepté mon invitation. Je le remercie du fond du cœur. On en parlera peut-être, mais on s'est beaucoup raté aussi. Et là, on y arrive. Voilà. Même si tout foire à partir de maintenant, au moins ça aura eu lieu quand même. Mais non, on va peut-être vous le raconter, mais c'est vrai que c'est la première fois, en fait, du coup, qu'on est en public ensemble, qu'on a le temps de le faire, ouais. Alors que ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faudrait qu'on essaye de se croiser, etc. Et donc voilà, merci pour ça, merci au MUSEM. Et puis du coup, j'enchaîne avec la réponse à votre question. Ben moi, c'est un peu piteux, c'est que je connaissais pas le travail d'Alfred et je l'ai connu quand je n'ai aucun souvenir. Il y a 10 ans, Touron, tu m'as contacté. Il y a 10 ans, en fait, j'ai eu un tel amour pour l'écriture de Laurent que le jour où une amie d'amis me dit moi, j'ai un mail, j'ai le mail je le veux. Je veux pouvoir écrire à cette personne et lui dire combien j'aime son écriture. Et c'était il y a 10 ans, Touron. Et en lui écrivant, il m'a gentiment répondu et j'ai eu envie de lui donner, de lui envoyer à ce moment-là mon premier livre italien qui s'appelait Come Prima, et je lui ai envoyé ce livre à ce moment-là. Alors, ce que je peux se dire en revanche, c'est qu'effectivement, en découvrant Come Prima, je me suis senti totalement chez moi. Je pourrais tout à fait te retourner ce que tu viens de dire sur les Scortas. Il y a cette étrange chose, mais d'ailleurs qui court sur toute la trilogie italienne, qui est effectivement je ne crois pas que ce soit seulement le fait que ça se passe en Italie, parce qu'il m'arrive de lire des choses qui se passent en Italie et il n'y a pas ça. Je pense que c'est le regard que tu portes sur l'Italie qui... voilà, il y a les mêmes... Comme tu disais, j'ai l'impression de connaître ces personnages, de connaître ces ambiances. Les vols des tourneaux, je les regarde aussi. Tu en fais des pages sublimes et j'ai passé de longues minutes à Rome à les regarder dans le ciel de Rome. Enfin, cette espèce de zoom que tu fais, c'est des zooms que je fais aussi avec mes propres yeux. Et donc, non, vraiment, il faut plus qu'il reste un seul des livres de la trilogie tout à l'heure sur les tables. Je passerai vérifier. C'est un travail magnifique, vraiment. 10 ans, j'ai attendu 10 ans pour entendre ça. Je peux mourir, je peux m'arrêter, je peux faire... Là, je vais sortir de scène et je vais vous laisser finir cette journée tout simplement. Merci. À quel moment est-ce que l'idée d'une collaboration, alors est-ce qu'on parle de collaboration, je ne sais pas si c'est le mot adapté, mais en tout cas l'envie de travailler ensemble sur une adaptation, sur une coécriture, à quel moment vous commencez à en parler? Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce que vous n'osez pas vous lancer mais vous y pensez, Alfred? Comment...
En fait, pardon, je prends juste la parole parce que je sais que l'impulsion venait un peu de moi. C'est-à-dire qu'il y a un ami à moi très cher, illustrateur, qui s'appelle Benjamin Bachelier, qui, quelques années après la parution du Soleil d'Escorta, va faire une édition illustrée du Soleil d'Escorta. J'aime énormément le travail de Benjamin Bachelier. Et voir ce livre paraître me met dans une colère noire. C'est moi qui aurais dû faire ce livre. C'est pas Benjamin, qui a fait un travail magnifique et je vous encourage à l'acheter aux éditions Tichina, c'est très beau. Et évidemment que je dis ça en plaisantant, mais à l'époque, vraiment, j'ai la sensation de « Ah, il a fait ce truc que je voulais à tout prix faire ». Et je crois qu'en plaisantant, un jour, je le dis à Laurent, et qui me dit « on peut trouver autre chose. On peut, dans ce cas-là, ce rendez-vous-là a été manqué, mais on peut en trouver d'autres. » Donc voilà, je crois qu'il y a cette petite graine comme ça qui est posée, et puis quelques temps plus tard, c'est moi qui viendrai parler d'un autre roman de Laurent qui n'a pour le coup strictement rien à voir ni avec l'Italie, ni avec ses premières sensations. Ça aurait pu être La Porte des Enfers, qui est également... J'ai vécu à Naples aussi, donc ça aurait pu être des choses dans lesquelles je me retrouvais, et c'est parti sur autre chose. Mais si mes souvenirs sont bons, il y a eu effectivement cette première chose avec Le Soleil d'Escorta. Alors juste, c'est pas du tout pour m'excuser de la chose, mais c'est vrai que c'est un projet différent. C'est-à-dire que les éditions Tichina ont pour habitude parfois, ils ont pas fait beaucoup de livres, mais ils sont tous très beaux. Ils prennent un texte intégral dont ils achètent les droits et ils demandent à un illustrateur de faire des illustrations de livres. Donc si vous avez l'occasion de feuilleter ce texte-là, cette édition du Soleil d'Escorta, c'est le texte dans son intégralité avec des planches de Benjamin Bachelier, effectivement. Concrètement, ça veut dire que moi, Benjamin, je crois que je l'ai croisé peut-être une fois au démarrage pour se présenter, mais on n'a pas travaillé ensemble. Moi, le texte était écrit depuis de longues années. Il n'y a pas eu de collaboration. J'ai découvert son travail avec beaucoup de plaisir et j'aime beaucoup le livre, mais c'était pas vraiment un travail entre un auteur et un illustrateur qui essaye de construire un livre à deux regards. Quand on a parlé avec Alfred, quand on s'est croisés, qui m'a dit qu'il était absolument furieux d'avoir raté l'Escorta et que je lui ai dit on peut trouver autre chose, il y a eu cette période un peu... c'est là qu'ont commencé les ratés, en fait. On avait évoqué... moi, je lui avais dit, on peut aussi inventer une histoire, parce que voilà, on peut réfléchir. On s'est envoyé quelques mails, dans mon souvenir, on a parlé de Venise, où on cherchait. Et puis, en fait, c'est compliqué, c'est difficile, parce que chacun de nous deux est pris dans une vie où il se passe visiblement beaucoup de choses. Et il aurait fallu avoir le temps de se voir, de parler longuement, de chercher ensemble une histoire qui pourrait être un terrain commun. On n'a pas trouvé ce temps-là. Donc, en fait, cette chose-là n'a pas eu lieu, cette idée d'un inédit, en tout cas pas pour l'instant. Et donc c'est vrai que ça a donné suite à une autre manière, mais je dois vous dire, je vais le chambrer quand même un peu, que on parle de quoi, il y a 8 ans. Le rythme des illustrateurs, dessinateurs de BD, c'est hallucinant. Je peux m'expliquer. Oui, effectivement, ça commence à remonter il y a quelques années. Alors pour le coup, est-ce qu'on dit sur quel livre Le scoop. Alors donc, le scoop. Annoncer le scoop. Vous êtes les premiers à qui on annonce concrètement un texte, un roman de Laurent qui s'appelle Pour seul cortège, qui n'a donc rien à voir avec Scorta, qui n'a rien à voir avec l'Italie, et le livre sur lequel je suis en train de travailler pour l'adapter en bande dessinée. Le regard de Laurent est très important pour moi, même si le texte, il l'avait déjà écrit, qu'il ne fait donc pas un scénario. Moi, je réinterprète quand même ses mots et je tiens à ce que son regard soit présent quand même. Donc je lui montre, pour l'instant, il a vu une première étape. Oui, donc ça a mis des années, effectivement. Il y a eu plein de nos vies bien remplies de plein de choses. Moi, j'ai tendance à faire beaucoup d'autres choses que de la bande dessinée, à emmener du dessin, en tout cas dans plein d'endroits, et souvent dans des théâtres d'ailleurs. Ça a pris du temps pour être bien sûr. Il y a eu des moments où j'étais plus certain de savoir comment m'approprier ce texte-là. Et puis depuis effectivement quelques mois, je travaille dessus d'arrache-pied. Ça sera un gros bouquin qui devrait faire 300 pages, alors que le roman, lui, est plus court. On pourrait imaginer que c'est quelque chose de plus condensé, mais justement, je trouve que son texte me permet de prendre un peu de place, donc ça devrait être un livre assez dense. Et je lui ai proposé donc de travailler là-dessus. Je peux expliquer en 2 mots, ou on peut dire on s'en fiche, non, je vous dis, parce qu'il y a je trouve qu'en règle générale, pour moi en tout cas, dans l'écriture de Laurent, il y a une puissance que je trouve dans pas beaucoup d'endroits, mais il y a
particulièrement quelque chose qui m'avait troublé, rempli et déstabilisé avec ce texte-là, c'est qu'il est en apparence très loin de moi. C'est-à-dire que ce sont a priori des époques auxquelles je ne m'intéresse pas forcément. C'est a priori un type de récit auquel je... Et puis j'y vais parce que c'est Laurent Godet, et puis je lis 10 lignes et je suis absorbé à l'intérieur de ce truc-là. J'ai encore l'impression que quelque chose résonne en moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quoi. Je m'aperçois qu'au bout d'un moment, ma lecture, je suis en train de la faire à voix haute, ce qui m'arrive très rarement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai besoin d'avoir ces mots, que ces mots traversent et d'en faire autre chose qu'une simple lecture pour moi. Donc je suis en train de lire Pour seul cortège à voix haute, dans mon lit, très casse-pied pour ma compagne. C'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, quelque chose me dit, en fait, il y a un point d'ancrage pour toi à l'intérieur de ce il y a quelque chose, il y a une manière d'écrire l'épique dans l'intime qui me fascine, qui me bouleverse. En tout cas, voilà, quelque chose me fait me dire, c'est fou, un livre aussi en apparence loin de moi, me résonne autant pour moi. C'est peut-être ça en fait. C'est peut-être là qu'il faut que j'essaye moi d'aller chercher quelque chose. Ça ne peut que m'ouvrir d'autres portes aussi. Et je lui propose. Voilà. Alors vous n'êtes pas seulement contenté d'annoncer le scoop. C'est un livre qui va paraître en 2026 a priori. Mais vous nous avez aussi amené quelques planches que vous allez nous montrer. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous montre quelques dessins ? N'en parlez à personne. Est-ce qu'aujourd'hui, Mucem, tu es avec nous si je te montre quelque... Respectez l'embargo éditorial, s'il vous plaît. J'ai effectivement apporté quelques pas. Alors, ce qui me... Justement, au-delà de ce que je vous disais, de la surprise presque de découvrir à quel point ce texte me parle en étant pourtant si éloigné de ce que je crois être, il y a qu'en revanche, travailler sur les dessins de ce texte m'emmène ailleurs de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et ça, c'est des beaux cadeaux aussi. Enfin, quand, en tout cas, on est auteur, avoir des rencontres qui vous permettent d'aller chercher des choses à des endroits qu'on ne soupçonnait pas, c'est rare, en tout cas pour moi, et c'est un beau cadeau. Est-ce que, Alfred, est-ce que je peux, pendant que tu installes... Non, tu es... Ah non, c'est à vous. Juste peut-être, je me rends compte qu'on parle de Pour seul cortège, alors qu'il y a sûrement beaucoup d'entre vous qui ne voient pas du tout de quoi on parle. Et quand Alfred dit que c'est très loin de l'univers italien qu'il a, etc., effectivement, alors en 3 mots, je vais essayer de ne pas être trop long. Pour seul cortège est un livre qui tourne autour de la figure d'Alexandre le Grand, ce qui fait le lien avec, si certains d'entre vous étaient là hier soir, vous allez voir à quel point j'ai fait une fixette sur Alexandre le Grand. C'est un roman qui est né le jour où j'ai trouvé ce petit fait historique que je ne connaissais pas du tout, et je vais essayer de ne pas être trop long, mais quand Alexandre le Grand est mort à Babylone, le projet était de ramener son corps en Macédoine. Et il y a eu donc une énorme procession, d'une certaine manière, avec des mules, mais il faut imaginer le temps du voyage de l'époque, l'organisation, il faut que les gens se nourrissent sur place, donc il y avait aussi des chariots avec des cuisines, des casseroles, enfin je ne sais pas quoi, c'est tout un monde qui part de Babylone et qui a le projet de retourner en Grèce. Ça prend du temps, et dès la mort d'Alexandre s'ouvre évidemment aussi un moment politique extrêmement important, qui est la succession d'Alexandre. Les généraux qui étaient tous des amis d'enfance d'Alexandre vont dès le lendemain commencer à se battre pour le pouvoir. Et il y en a un d'entre eux qui s'appelle Ptolémée, à qui il avait été attribué l'Égypte, puisqu'il s'était déjà un petit peu découpé l'empire, l'énorme empire. Donc Ptolémée est en Égypte, et Ptolémée pressent, je trouve une idée assez géniale, que celui qui aura le corps sera symboliquement le successeur, en fait. Celui qui sera chargé des obsèques, celui qui possédera le catafalque, sera tout naturellement le successeur. Et donc Ptolémée organise une attaque militaire du cortège du corps d'Alexandre, et tout ça est vrai, hein, je ne vous raconte pas qui a eu lieu, et il a donc volé la dépouille d'Alexandre. Quand je suis tombé sur cette chose dont j'ignorais tout, je me suis dit mais voilà, il n'y a plus qu'à écrire. C'est-à-dire que cette scène-là, c'est la scène de l'attaque. Imaginez un assaut d'une procession mortuaire, pour moi, a déroulé l'ensemble du texte qui ensuite, alors ça c'est le début du roman, si je puis dire, enfin c'est dans le roman mais c'est plutôt au début. Ensuite il y a toute une chose sur justement l'importance du corps, l'importance de la dépouille, et pour moi il y a une contradiction folle, parce que j'ai dans la tête la vision que Alexandre le Grand, en tout cas c'est
c'est ce que je lui prête. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si cet homme était comme ça, mais le Alexandre le Grand que j'ai dans la tête et que j'aime, malgré tout ce qu'il a fait d'horrible parfois, c'est un être de désir, c'est un être un peu fou, qui ne se rassasiait de rien et qui, au lieu de s'arrêter pour jouir de ce qu'il avait réussi à faire, a toujours été plus loin vers l'Est, avec cette espèce de folie de dire « je veux aller voir le bout du monde ». Et donc, tout ça me semble totalement contradictoire avec l'idée d'être enterré, vous savez, un peu à la Napoléon, dans un énorme mausolée en marbre. Je trouve que ça ne va pas, ça ne lui va pas. Pour moi, Alexandre, il doit se dissoudre dans le monde. Donc, j'ai inventé un texte qui raconte un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les successeurs, la logique de pouvoir, d'empire, qui veut s'approprier le corps pour pouvoir faire un tombeau et ça assurera une certaine notoriété, et une autre logique qui est celle plus proche de ce qu'a été cet homme, de dire on continue le voyage vers l'Est, qui a dû être interrompu, mais en fait on y retourne, on continue, et on emmène ce corps le plus loin possible vers l'Est. C'est un personnage féminin qui le prend en charge, ce voyage, et donc tout ça pour vous dire que grosso modo, il y a les 2/3 du livre, c'est ce long voyage vers l'Est en petit comité, avec quelques cavaliers, cette femme qui emmène le corps d'Alexandre. Et là, on est dans la fiction. Hein. Je ne sais pas du tout si ça s'est passé comme ça, mais je veux le croire, jusqu'à effectivement le déposer et surtout qu'on ne le retrouve jamais. Je dis ça parce que graphiquement, il y a deux choses très différentes. Il y a quand Alexandre est encore vivant et on est dans le tumulte, on est dans le pouvoir, on est dans tout ce qu'était Alexandre, la démesure, mais tout le temps entouré de 1001 personnes. Et puis, il va y avoir, je n'ai pas encore vu, mais il va y avoir sûrement aussi des moments où on est dans le paysage, dans la solitude, dans le silence, dans... Quel moment quel moment du coup de ce récit vous avez choisi de nous montrer maintenant? Eh bien justement, on va être dans les toutes premières pages, donc pas les toutes premières pages du livre, mais dans la première séquence, donc celle durant laquelle Alexandre... On est sur la scène d'ouverture en fait du livre qui raconte un banquet. On est dans un banquet, c'est extrêmement festif autour de lui. Alexandre semble un peu à l'écart, en tout cas quelque chose semble se passer en lui à ce moment-là. Et il va doucement, en tout cas, prendre une distance avec le tumulte autour de lui. Il est dans ses pensées. Il a l'impression qu'il est en train de se détacher de quelque chose. Et moi, graphiquement, ça, pour celles et ceux qui éventuellement connaissent déjà un peu mon travail, c'est ailleurs de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Ça m'oblige à aller ailleurs. Et voilà. J'ai toujours du mal à commenter les dessins, surtout quand ils sont si grands. En revanche, vous êtes les premières personnes, en dehors de Laurent, qui a eu l'occasion de voir quelques pages, à voir ces dessins. Donc j'espère qu'au moins pour ça, vous vous direz qu'on est des gens sympas. Est-ce que c'est l'Alexandre que vous imaginez, Laurent Godet? Alors, il y a peut-être plusieurs Alexandres dans votre tête parce que vous y revenez régulièrement. Mais quand vous le voyez comme ça, est-ce que ça correspond avec une certaine idée d'Alexandre le Grand? En fait, c'est drôle quand Alfred m'a envoyé les planches alors, sur ordinateur, et c'est toujours un peu trop petit, on aurait envie de les voir en grand. J'ai eu le même rapport que quand j'avais pas prévu ça. C'est un peu la même chose que quand on vous dit, quand un metteur en scène ou une metteuse en scène dit « Tiens, tu sais, pour le texte que je vais monter de toi, ça va être tel comédien ». En fait, moi, physiquement, je n'ai pas de représentation d'Alexandre dans la tête. Donc, je ne peux pas vous dire que le dessin d'Alfred correspond exactement ou pas du tout à la personne au trait. D'abord, ça n'aurait aucun intérêt parce que je pense que ce n'est pas ça qu'on recherche. Mais par ailleurs, ça me renvoie aussi au fait qu'en fait, moi, je n'en ai pas de représentation physique. Je ne sais pas bon, on dit qu'il était blond. Ça a une importance parce que ça a beaucoup fasciné les peuples, notamment à partir du moment où il est arrivé dans ce qui est aujourd'hui l'Iran, l'Afghanistan. Sa blondeur a compté, donc ça je l'avais intégré qu'il était blond. Il a une cicatrice aussi parce qu'il a rencontré un ours dans les montagnes en Macédoine, et donc il en avait gardé une blessure qui faisait qu'il, paraît-il, il penchait un peu la tête. Donc toutes ces choses-là, ok, mais sinon sa corpulence, tout ça, moi pour le dessin, ça m'intéresse pas en fait. Par contre,
et c'est là où ça rejoint exactement la question du casting au théâtre. Ce qui va m'intéresser, et là où je me reconnais ou pas, c'est en fait, c'est le, je sais pas comment dire ça, mais c'est l'énergie, le tempo. Et là, dans les premières pages que Alfred a montrées, alors sur deux planches, c'est peut-être un peu court pour s'en rendre compte, mais il y a une alternance immédiate entre des temps de, je sais pas comment dire ça, mais des temps larges, des temps qui s'ouvrent, de béance, comme des trous ou de contemplation, et puis des moments comme ces deux planches-là, très serrées, très compactes, avec beaucoup d'informations visuelles. Là, il n'y a pas les bulles, mais quand il y aura aussi le texte. Moi, ça me parle tout à fait, parce que c'est vrai que dans cette première scène de banquet, il y a tout ça, c'est un moment de fête, tout le monde danse, tout le monde chante, et lui, effectivement, il est dans l'ivresse d'abord, mais l'ivresse crée autre chose, il est dans un malaise, il commence à se sentir mal, il va vaciller, il va tomber, et c'est un moment où il faut imaginer, c'est le maître du monde. C'est véritablement le maître du monde connu, en tout cas. Donc si cet homme se fait mal, ça veut dire quelque chose, ça a un impact politique immédiat. Si cet homme meurt, c'est énorme, c'est une nouvelle... Donc il est scruté sans cesse aussi de ça. Quand il se sent pas bien, c'est grave. Et donc il y avait... voilà, je voulais qu'on soit à la fois dans sa béance personnelle et dans le tumulte qui l'entoure. L'orgie, la débauche, d'énergie, de tout. Et ça, je l'ai retrouvé immédiatement dans les planches qu'Alfred a envoyées. Alors, je vous propose qu'on fasse un espèce de voyage un peu accéléré dans l'espace et le temps et qu'on se déplace sur une place où se tient un magnolia géant. Où sommes-nous, si je vous dis ça, Laurent Godet? On est à Palerme. On est à Palerme. Absolument. On y va. Oui, on va y aller. J'avais juste peut-être envie d'entendre un mot. Vous allez dessiner en direct sur la lecture de Laurent Godet, donc qui va lire ce texte qui s'appelle Une vie méditerranée. Peut-être un mot sur la lecture, le dessin simultané. Ce n'est pas l'illustration. J'essaie d'être, quand je dessine, et je le fais beaucoup depuis une vingtaine d'années, c'est un temps différent de dessin que celui que j'ai quand je suis dans mon atelier tout seul. On ne dessine pas de la même manière quand on est tout seul chez soi en train d'écouter France Culture ou de la musique, et quand on est devant 50, 100, 200, 500 personnes, évidemment, le geste n'est pas le même. Et moi, je me nourris de ces deux tempo-là, j'ai besoin de ces deux énergies-là, l'un nourrit l'autre, une pratique en nourrit une autre, et j'essaye jamais d'être illustratif. Je ne mets pas forcément tous les ingrédients, par contre j'essaie d'être en dialogue avec le texte. Voilà, c'est quelque chose qui me... Donc je prépare généralement, j'ai quelques balises, mais tout comme quand je fais des livres, je me mets quelques balises et puis après je me laisse porter par ce qui se passe un peu à mesure que j'avance dedans. Voilà, que ce soit avec des chanteurs, des musiciens ou, en l'occurrence ici sur une lecture, je fonctionne comme ça. Alors on va se laisser porter aussi, je crois. Est-ce que je peux juste un tout petit peu préciser deux choses? On a parlé d'Alexandre pour Seul Cortège, mais c'est vrai que, comment dire, notre point commun le plus fort quand même avec Alfred, je crois que c'est l'Italie, pour ce qu'on a dit au tout début. On pourrait parler du théâtre, on l'a fait en coulisses là juste avant de commencer. Il y a aussi un fort point commun théâtral. Mais cette Italie, on s'est dit que ça serait bien de faire ce petit moment de lecture dessinée en retournant à l'Italie. C'est un texte que j'ai écrit il y a un an. C'est pas du tout un texte de fiction, hein. C'est un texte qui a été écrit pour un journal, pour le journal La Croix, qui m'avait demandé, vous savez, pour le numéro du mois d'août, souvent ils essayent de faire des choses, ils ont plus de place, donc ça peut être des textes plus longs, et puis ils font des demandes un peu plus... Voilà, donc ils avaient envie de m'interroger, je crois que c'était à l'époque, je suis pas un lecteur de La Croix forcené, mais je crois que c'était à l'époque de la... Je me demande si c'était pas pour la venue du pape François à Marseille d'ailleurs. Et donc, je crois qu'il est là ce soir. Et voilà, il va chanter. Pendant que tu dessines, il va chanter. Voilà. On vous avait dit que ça allait être historique. Non, mais simplement pour vous dire que voilà, il m'avait lancé sur la Méditerranée en fait, parce qu'il savait que le pape François allait faire un discours sur la Méditerranée, donc il voulait un texte et ils avaient pensé à moi. Donc je vous dis ça parce que dans la facture, c'est quand même aussi un texte pour un journal, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a ce point commun, alors on en reparlera peut-être, c'est que Alfred
a vécu en Italie. Ça n'est pas mon cas, mais l'Italie est présente en permanence. J'y vais beaucoup, tout le temps. Il y a un lien très fort avec ce pays-là. Mais je crois qu'on partage cette espèce de drôle de chose du sentiment d'appartenance qui n'est pas forcément en adéquation parfaite avec ni où est-ce qu'on est né et ni où est-ce qu'on passe le plus de temps de notre vie en fait. Et voilà, le texte que je vais vous lire essaye de parler de tout ça. On y va ? Il y a, à Palerme, un Ficus magnolia géant. Il règne sur le jardin de la Piazza Marina avec calme et lenteur. Sa circonférence monumentale offre une ombre salutaire en été. Planté en 1864, c'est un très vieux monsieur qui a connu Garibaldi, mais aussi tout le XXe siècle, avec ses crises, ses guerres, ses espoirs, ses coups de vent et ses hivers. Il y a quelque chose d'un vieil éléphant végétal, souverain et dense. Ses branches produisent des rejets qui finissent par tomber au sol et rentrer dans la terre pour devenir à leur tour racines. Vu sa taille, ces racines aériennes tombent parfois à plusieurs dizaines de mètres de son tronc, au-delà de la grille du jardin public. Bonne mère, la municipalité de Palerme, en 2019, a décidé de creuser des trous dans le pavement, sur le trottoir, où les rejets ambitionnaient de descendre pour que l'arbre puisse trouver le chemin de la terre. J'ai toujours aimé ce parc. J'ai toujours été ému face à cet arbre mastodonte qui est là depuis si longtemps, à absorber toutes les humeurs, toutes les rumeurs, toutes les colères et toutes les liesses de la ville qui l'entoure. Il est là, ne dit rien de nous, mais nous offre une évidence. Nous produisons nos propres racines. Je suis méditerranéen. Même si je suis né à Paris, même si mon arbre généalogique est planté en terre du Nord et de l'Est, je suis méditerranéen. Parce que je l'ai décidé. Parce que les paysages qui me donnent envie de pleurer de beauté sont faits de vignes, de pins parasols et de descentes abruptes sur la mer. Parce que la cuisine qui me manque lorsque je suis sur d'autres continents a le goût des tomates, des courgettes, des pâtes, du miel, des figues et du jambon fumé. Parce que la chaleur me plaît, parce que la rue méditerranéenne m'inspire. Je suis méditerranéen parce que je suis cet arbre. Comme lui, j'ai des racines aériennes. Elles ont plongé loin du tronc, à Palerme, dans les Pouilles, à Nauplie et Beyrouth, à Sidi Bou Saïd et Séville, à La Canée et Cadaqués. Mon identité est là dans toutes ces branches. Pourquoi devrions-nous n'être qu'un lieu d'origine ? Par quelle absurdité pourrait-il se faire que les goûts, les désirs, les rêves qui nous traversent ne soient pas des éléments de notre identité ? Je suis méditerranéen par goût, par volonté, par évidence. Mais quel étrange mot que celui de Méditerranée. Il semble si clair lorsqu'il désigne une mer et il est si compliqué à définir lorsqu'il s'agit d'un espace ou d'une culture. Qu'est-ce que la Méditerranée ? Est-ce que le Vénitien a quelque chose en commun avec l'habitant du Caire ? Qu'est-ce que le Druze libanais partage avec le Corse de Piane ? On parle souvent de Mare Nostrum, mais qui est désigné par ce Nostrum et qui en est exclu ? Qu'est-ce que la Méditerranée ? Il y a tellement de réponses possibles à cette question qu'on est pris de vertige. C'est une mer, certes, mais plurielle et multiple jusque dans ses eaux. Mer Ionienne, mer Adriatique, mer Égée, mer Tyrrhénienne, mer de Ligurie, mer de Crète, mer d'Alboran, mer des Baléares. Elle est bordée comme ça de tant de rives qu'il est difficile de la réduire à une seule réalité. Plus d'une quinzaine de pays se la partagent. En France, nous avons toujours tendance à la résumer au face-à-face nord-sud, comme si l'axe Marseille-Alger était son épicentre. C'est oublier qu'au cours de son histoire, l'axe le plus important a souvent été l'axe Est-Ouest. C'est là que si souvent s'est posée la question de la définition de l'Orient et de l'Occident. Rome, Byzance, Séville, Istanbul, Athènes, Smyrne. La Méditerranée, c'est un maelstrom d'histoire. Celui des grands empires, des guerres de religion, des croisades, des territoires pris, perdus, repris, des exodes,
des schismes, des colonisations, mais c'est aussi celui d'un flux permanent de dialogue, de circulation de biens et de savoir. La Méditerranée, c'est aussi des sensations et des saveurs, la chaleur, l'air salé, les grands vents chauds du sud, la douceur des soirs d'été, des goûts et des parfums, de l'huile d'olive sur un peu de pain, du miel versé sur du yaourt ou de la ricotte, le vin et la tomate, bien sûr, l'odeur puissante du figuier, du jasmin, ou de la terre sèche frappée de soleil qui se craquelle, le silence de la mer et ses brusques coups de colère, les ciels étoilés lorsque le vent a soufflé tout le jour, et les chèvres qui nous regardent avec placidité depuis des apics inaccessibles aux hommes. Je n'aurais pas assez d'une vie pour dresser le portrait du pourtour méditerranéen, et pourtant j'arpente l'Italie depuis plus de 30 ans. J'ai des photos de moi en Tunisie à l'âge d'1 an ou 2. J'ai voyagé en Grèce, en Espagne, à Malte, au Liban. Mais pour chacun de ces pays, le sentiment qui domine est celui de n'être que passé, qu'il faudrait revenir, prendre plus de temps, étudier l'histoire de chaque région, accoster dans chaque port, traverser chaque ville et y revenir aux différentes saisons pour connaître toutes les variations de la végétation, de la gastronomie, la gamme infinie des jeux de lumière sur la mer. Non, décidément, une vie n'y suffira pas. Alors, peut-être faut-il rester à Palerme, monter au cimetière, sur les flancs du mont Pellegrino, et de là embrasser du regard la ville et les monts palermitains, le Belmonte, le Grifone, le Giancaldo, qui tous fixent la mer avec méfiance, car depuis des siècles, c'est toujours de là qu'est venu l'inconnu, menace ou merveille. Monter, oui, embrasser cette ville du regard, et tenter d'évoquer à travers elle ce qui fait la Méditerranée que j'aime. Cette ville est la preuve vivante que la Méditerranée est une succession de civilisations qui s'entremêlent et se chevauchent. L'église San Cataldo, avec ses 3 dômes rouges, nous rappelle l'héritage arabe. Elle fut pourtant érigée par Maillon de Bari, amiral de Guillaume Ier qui succéda à Roger II. On fait souvent référence à El-Andalus pour parler d'un temps béni où les 3 religions coexistèrent. On parle moins de la Sicile des Normands. À Palerme, pourtant, au XIIe siècle, sous le règne de Roger II, les musulmans et les chrétiens se partageaient la ville dans un métissage assumé. Ces moments ont existé dans l'histoire de la Méditerranée. À une époque de tensions identitaires comme la nôtre, il est peut-être bon de le rappeler. Toute la Sicile le dit, nos sources sont multiples. Grecs, romains, arabes, phéniciens, normands, ottomans, byzantins, tout le monde est passé par les îles méditerranéennes. Les coupoles rouges de San Cataldo ou de l'église San Giovanni degli Eremiti rappellent la très jolie mosquée des janissaires du port de la Canée en Crète, ou celle de Nerazzé à Rétimnon. Les conquêtes ont laissé des traces partout. Chaque civilisation a tenté de supplanter l'autre et ce faisant s'est installée dans ses traces. Les temples sont devenus des églises, puis des mosquées, avant de redevenir des églises. Mais l'histoire ne se nourrit pas que de guerres. Elle se fait également avec le commerce et les échanges, comptoirs, zones d'influence, va-et-vient des marchandises, tout cela a façonné cette mer. Dans le musée archéologique de Palerme, il y a 2 magnifiques sarcophages phéniciens, signe que les hommes de Tyr, qui faisaient commerce de la pourpre, sont venus jusqu'ici. Ils m'ont immédiatement rappelé leurs frères lointains du Liban. En 2016, le musée archéologique de Beyrouth a réouvert cette salle unique au monde, 31 sarcophages anthropoïdes en marbre de Paros. Dans une ville qui fut déchirée par la guerre civile pendant des années, où les rues étaient un enjeu permanent de combat, où un quartier tirait à l'obus sur un autre, le conservateur de l'époque, Maurice Chehab, et sa femme ont mis à l'abri les œuvres, puis ont fait couler du ciment pour faire une sorte de bouclier. C'est grâce à lui que les sarcophages phéniciens nous sont parvenus. Est-ce que les 2 sarcophages de Palerme ont entendu à l'époque le bruit lointain des explosions de Beyrouth? Ont-ils eu peur pour leurs frères du Liban? Savent-ils qu'ils sont là aujourd'hui, visibles à nouveau, véritables vestiges d'éternité dans une ville secouée de spasmes et de sanglots?
En Méditerranée, tout est trace. Tant d'hommes et de femmes sont passés avant nous sur ces terres et ont laissé tant de beauté ou de récits stupéfiants. Dans la cathédrale de Palerme sont enterrés les grands rois normands, Roger II, mais aussi celui que l'on appela la stupeur du monde, Frédéric II, qui régna sur le royaume des deux Siciles avec folie et démesure. Cette appellation m'a toujours fasciné. Je sais bien qu'elle désigne un empire qui englobait la Sicile, mais aussi l'actuelle Calabre, les Pouilles, la Campanie et la Basilicate, tout ce que les Italiens appellent communément le Mezzogiorno, le Sud. Mais j'ai toujours eu le sentiment que cette appellation était plus opaque, plus mystérieuse, le royaume des deux Siciles. Celle que l'on voit et l'autre, celle du jour et celle de la nuit, celle des livres d'histoire et celle qui reste inconnue, celle des vivants et celle des ombres, comme deux faces d'une médaille, les deux Siciles, celle que l'on croit connaître et celle qui nous échappera toujours, celle qui est devenue patrimoine et celle qui s'est dissoute. Les grands hommes ici ne font que passer. C'est cela aussi le sens de la trace. La ruine est le destin de tout royaume. L'histoire laisse des pierres, des tombes, des noms, mais le temps fait sur eux le même travail de patine que sur les façades, et parfois les hommes, malicieux, s'en amusent et proposent de surprenants contre-pieds. Il y a à Palerme cette plaque accrochée à la façade d'un palais sur la place Bologne, en plein centre-ville. Elle relate le passage du grand Garibaldi et le fait à la manière du Sud, à la fois pompeuse et alanguie. Dans cette illustre maison, le 27 mai 1860, et pendant 2 heures seulement, Giuseppe Garibaldi a reposé ses membres fatigués. Singulier exploit au milieu des détonations meurtrières des armes de guerre, le génie pourfendeur de tous les tyrans dormit sereinement. Dans quelle autre ville pourrait-on lire un pareil hommage? Est-ce un éloge pompeux ou la célébration pleine d'humour de la sieste méridionale? La Méditerranée sait que l'histoire n'est pas faite que de grandes conquêtes, de coups de feu, de combats décisifs, mais aussi de moments suspendus, de pauses. Alors on pourrait rêver à des plaques qui célébreraient partout ces moments si importants dans nos vies. Ici, Hannibal est descendu de cheval et a laissé quelques minutes le vent lui caresser le visage. Ici, l'écrivain Albert Camus s'est retourné sur une femme aux yeux noirs qui, le temps d'un instant, s'est amusée de ce regard. Sur ce balcon, Giovanni Falcone a fumé une cigarette en contemplant la ville à ses pieds, réconcilié pour quelques secondes avec le monde. Pourquoi pas? Cela dirait l'importance en ces terres de la beauté et du plaisir. Le risque pour l'amoureux de ces rives, c'est de les embellir. Je sais parfaitement que je l'encours, d'autant plus que, ne vivant pas sur ces terres, je ne suis pas confronté à l'absurdité usante de leur dysfonctionnement, à l'insupportable corruption qui les gangrène, à la laideur de ces sociétés dans lesquelles l'espace public est toujours menacé par la prédation privée. Au gré du temps, j'ai fini par élaborer une théorie. Pour connaître le rapport des citoyens à leur état, il faut étudier les parkings. En Italie, en Grèce, les parkings privés abondent. Chaque place, chaque recoin peut devenir une zone où vous pourrez, moyennant finance, abandonner votre véhicule. Pas de parc-mètre, juste un gardien qui vous aide à vous garer et à qui, éventuellement, vous devez même laisser les clés. Parallèlement à la multiplication de ces parkings privés, il y a l'idée que tout habitant a de droit une sorte de priorité à se garer devant chez lui. Dans les villages des Pouilles, en été, il m'est arrivé de retrouver un clou sous mon pneu parce que je m'étais garé sur la place qu'un voisin considérait comme étant la sienne. Rien ne justifiait que ce soit le cas, mais peu importe. L'adage jamais exprimé mais évident pour tout le monde est le suivant: devant chez moi, c'est encore chez moi. La voiture est l'extension de la maison, mais aussi la marque de son pouvoir. Cela commence par une chaise que l'on met pour se garder une place. Je vois que vous connaissez. Ou par un scooter que l'on gare exprès à cheval sur 2 emplacements, quand on est malin, en prévision du moment où on reviendra avec sa voiture, jusque parfois aux traces blanches que l'on peint sauvagement sur le sol pour marquer son territoire. La laideur fait partie de la Méditerranée. Les forces de défiguration sont puissantes.
Je ne crois pas que la plus grande menace qui pèse sur la Méditerranée soit celle d'un grand replacement. C'est plutôt la toute-puissance du béton. Et ce n'est pas une menace, c'est déjà une cicatrice. Le béton a endommagé, enlaidi, asséché, défiguré le littoral. Revenons à Palerme. Dans les plaines autour de la ville s'étendaient au début du XXe siècle d'immenses exploitations agricoles, la Conca d'Oro. Citronniers et orangers poussaient par légion. La spéculation immobilière a tout déraciné. Palerme n'est plus entourée d'arbres fruitiers. Ils ont cédé le pas aux tours. Comme sur une bonne part du pourtour méditerranéen, l'argent a saccagé les côtes. La Costa Brava, la Côte d'Azur, la Côte de Rimini, la côte nord de la Crète, tous ces lieux magnifiques sont devenus des barres de béton pour appartements de plage ou une longue et nauséeuse succession de boîtes de nuit et d'hôtels all-inclusive. Devant tant de laideur, saluons la Corse, qui a su, avec rage et fierté, préserver peut-être un peu mieux que les autres sa beauté. En ces temps qui mettent au premier plan de nos interrogations le rapport aux énergies, je me dis parfois que la Méditerranée s'est malheureusement comportée vis-à-vis de l'énergie soleil comme les pays qui ont eu du pétrole ou du charbon, c'est-à-dire elle s'en est gavée, sans discernement. Les habitants ont changé de vie, le tourisme est devenu un dieu que l'on vénère et exècre à la fois. Pour lui, on transforme les paysages, on modifie ses habitudes, son rythme de vie. On accepte que la saison soit le cœur battant de l'année, le grand Moloch estival à qui on va tout sacrifier, ses nuits, sa force de travail, son énergie. Car il faut gagner en 3 mois de quoi vivre toute l'année. Pendant cette période, les hordes d'Européens du Nord déferlent sur les côtes à la recherche de plaisir, l'argent coule à flot, puis c'est la saison vide, et la béance s'installe à nouveau jusqu'à l'année suivante. La Méditerranée du littoral vit sur ce rythme bipolaire, l'euphorie, puis la dépression. Il faut accepter l'envahissement, puis le vide abyssal. Aujourd'hui, les dysfonctionnements s'accélèrent. Les incendies dévorent les forêts chaque été, en Grèce, en Italie, en Espagne, en Algérie. Partout, les températures montent, la Méditerranée brûle. Palerme en sait quelque chose. Durant l'été 2023, les flammes sont venues jusque dans ces quartiers périphériques. Par un symbole glaçant, la relique de Saint Benoît le Mort, qui reposait dans l'église Santa Maria di Gesù, a brûlé. Il était mort en 1589. Ce fils d'esclave africain était le saint patron de la ville de Palerme. Le dernier message qu'il nous aura adressé était peut-être celui-ci. La menace ne vient pas des migrants, mais bel et bien de la suffocation et de la cendre. Il est impossible de parler de la Méditerranée sans parler de cimetières. Depuis les années 2000, l'actualité est rythmée par l'annonce de ces embarcations pleines de jeunes gens, femmes, hommes, enfants, qui tentent la traversée et parfois chavirent. Combien ont disparu sans que l'on n'en ait jamais rien su ? Combien n'ont pas eu la chance de voir venir à eux l'océan Viking ou tout autre bateau de secours ? Les chemins changent et s'inventent en fonction de la géopolitique du moment, mais ce sont toujours les mêmes qui meurent. Il y a une réalité géographique têtue que la Méditerranée connaît depuis l'Antiquité, qui a servi au commerce, qui a été utilisée dans les guerres et a fait le bonheur de la piraterie et des razzias. Les pays sont proches, tout proche. L'île de Lesbos est à moins de 15 km des côtes turques. La côte sud de la Crète fait face à la Libye et à l'Égypte. Corfou est plus près de Brindisi que d'Athènes. Palerme plus près de Tunis que de Rome. De Tanger, on voit l'Espagne. De Corfou, l'Albanie. Chypre a toujours été un refuge pour les Libanais. La pointe sud de la Corse touche presque la Sardaigne. On ne changera jamais ces réalités. Elles ne constituent pas une malédiction. Elles ont permis le cabotage, les points de passage, les trafics et les échanges. Comment imaginer une seule seconde que l'Italie ou la Grèce, avec leurs milliers de kilomètres de côtes, puissent se barricader et devenir des forteresses ? On ne peut pas fermer la Méditerranée. Tenter de le faire est contre nature. En caressant cette idée, en essayant de l'imposer dans les mentalités, on fait de cette mer un cimetière non seulement des corps, mais aussi de nos valeurs et de notre identité. L'identité.
parlons-en. Puisque ce mot est sur toutes les lèvres en ce début du XXIe siècle, parlons-en. Lorsqu'on la mentionne, c'est la plupart du temps pour dire qu'elle est menacée. Et si Palerme était de ce point de vue le nom d'une autre voie? C'est ce qu'a essayé de faire pendant de longues années l'ancien maire de Palerme, Leoluca Orlando. Changer de récit. Et cela autour de deux axes qui se rejoignent. Le premier consistait à remettre en valeur le passé multiculturel de Palerme. Pour ce faire, il a souligné l'importance de la période arabo-normande. L'autre concernait la politique migratoire. En 2015, Leoluca Orlando a promulgué la Charte de Palerme qui affirmait le droit à la mobilité humaine comme un droit inaliénable et donc, par conséquence, se proposait d'abolir le permis de séjour. Cela peut paraître symbolique ou utopique, mais dans une période si tendue vis-à-vis de l'immigration, les voix qui ont tenté de proposer un autre discours sur les migrants ne sont pas si nombreuses. La Charte de Palerme invitait les citoyens européens à une sorte de révolution copernicienne. Elle voulait dire qu'on peut poser sur ce phénomène un autre regard que celui de la peur et de la suspicion. Inscrire sur les façades du centre historique de Palerme le nom des rues en 3 langues, l'arabe, l'italien et l'hébreu, c'est rappeler tous les jours aux citoyens de façon subliminale que cette ville s'est faite ainsi. Et tout est lié. Car la mafia, comme le rappelle Leoluca Orlando, a toujours eu, elle, une pensée profondément identitaire. Seul compte le clan, le quartier, la famille. Palerme suffoquait de cela. Tenter de déminer cette vision en redéployant tous les autres moments dans l'histoire où l'accueil fut possible, où la coexistence religieuse, linguistique et culturelle a existé, est un acte politique courageux et trop rare. Lors de mon dernier passage à Palerme, en mai 2023, j'ai vu, derrière le musée archéologique, un ex-voto au coin d'une rue. Ce n'était pas une madone, mais la photo d'un migrant avec quelques bougies. Je ne suis pas sûr que tout le quartier ait aimé ce geste, mais en tout cas, ils ne l'ont pas détruit. Près de la Piazza Marina, j'ai parlé à un jeune homme qui vendait des glaces dans une gelaterie à bio, délicieuse et très chic. Il était ivoirien, d'Abidjan. À la question que je lui ai posée pour savoir si ses débuts ici n'avaient pas été trop durs, il m'a répondu avec un large sourire que non, que les gens étaient gentils. On est loin de la tension permanente que porte le discours politique chez nous lorsqu'il évoque les migrants. Est-ce que Leoluca Orlando a réussi? Il est bien tôt pour le dire. Mais il est certain qu'il est parvenu à faire entendre une autre voix. Il a dit et répété que Palerme pouvait être fier d'être un carrefour, que c'est ainsi que cette ville s'est toujours enrichie et embellie. Je ne sais pas où il me sera donné de mourir, mais je pense sincèrement que si j'ai le temps de me voir disparaître, les dernières images que je convoquerai en mon esprit seront celles de certains lieux méditerranéens. La place Syntagma de Nauplie, où les enfants jouent le soir en courant après des ballons qui finissent toujours dans les chaises des terrasses. Le cap Sounion, battu par des vents qui soufflent avec la même impétuosité depuis Homère. Les chèvres du Gargano qui remontent la pente d'un champ d'olivier avec un calme défiant toute notre modernité pressée. Le petit cimetière de Sidi Bou Saïd, d'où l'on voit la mer. Je serais bien entouré de ces images qui m'ont tant habité. La Méditerranée sait ce que c'est que de rayonner, puis de périr. C'est un espace qui a connu maintes fois le triomphe et l'éclipse. Qu'on se souvienne de Carthage rasée, de l'éruption minoenne qui marqua la fin de cette civilisation, de celle du Vésuve qui engloutit Pompéi, des grandes pestes qui ont ravagé tous les pays en léchant les rives. La Méditerranée est morte si souvent, par le fléau d'une catastrophe naturelle ou par celui de la guerre, le sac de Rome, la prise de Constantinople, la destruction de Troie, l'incendie de Smyrne. Ils sont nombreux ces moments où les hommes et les femmes qui vivaient ici ont dû avoir le sentiment que le monde allait disparaître. La Méditerranée sait ce que c'est que d'être englouti. C'est le lieu où l'on sait que tout meurt, que tout passe. L'empilement permanent de l'histoire nous le répète ici, nous ont précédé des siècles et des siècles. Tout s'est dissous, mais tout est en nous. C'est peut-être la beauté suprême de cette mère. Elle sait qu'en étant morte si souvent, elle est éternelle. Mourir sans cesse et durer encore, tout est là, sous forme de traces, de vestiges,
tout est là, comme si rien ne mourait vraiment. Je crois que merci à tous les deux, c'est très impressionnant. D'une part, Laurent Godet, même quand vous écrivez pour la presse, on vous reconnaît. Vous avez cette capacité de passer de Homère et des vestiges d'éternité à la loi des parkings en quelques phrases. Alfred, alors je vous plains de ne pas avoir des yeux dans le dos. Je suis très frustré, c'est horrible. J'ai rien vu. J'imagine. Mais vous pouvez le regarder d'une main qui n'a pas tremblé. Bon, vous avez un peu débordé à droite à gauche, mais c'est charmant. Et vraiment... C'est la seule façon de colorier les dessins, vraiment. Il ne faut surtout pas écouter ce que disent les professeurs qui disent qu'il ne faut pas dépasser. Il faut dépasser. Votre écriture... Il y a des professeurs, peut-être pas... Finalement, j'avais envie presque d'associer votre écriture, Laurent Godet, à cette jeune femme-là qui est assise. Quand on vous écoute lire, on a vraiment l'impression d'être au balcon du monde, quelque part, comme elle l'est, cette jeune femme qui contemple la baie, comme ça. Peut-être qu'on peut... Alors, le temps passe très vite. J'ai envie de... Vous avez dit deux mots tout à l'heure sur votre rapport à l'Italie, qui est un lieu choisi. Nous produisons nos propres racines, vous l'avez dit dans le texte. Vous, Alfred, vous avez fréquenté l'Italie. Votre père est italien. Je suis moitié italien par mon père. Mais je crois que, quelle que soit l'approche, ce qui vous rassemble, c'est que dans vos œuvres, l'Italie n'est pas un décor, en fait. C'est vraiment un personnage qui influence beaucoup l'histoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, plusieurs choses. Juste de dire que moi, ce qui me fascine dans mon rapport à l'Italie, c'est justement de ne pas en être aussi. C'est-à-dire que c'est compliqué, en fait. À la fois, je dis, je produis mes propres racines et je peux prononcer cette phrase, je suis méditerranéen, et j'y crois. Je ne sais pas juste pour faire un texte, j'y crois. En même temps, je constate aussi que le fait d'être étranger, le fait de continuer 30 ans après, ça fait 30 ans que j'y vais chaque été, ça fait 30 ans que j'y passe beaucoup de temps, je continue à ne pas comprendre tout dans ce pays, je continue à être en décalage sur certaines choses dans la mentalité, parce que quand même, c'est pas chez moi quand même aussi pour plein de choses. Et cette étrangeté qui est d'ailleurs à peu près, qui est très bien illustré dans mon rapport à l'italien. C'est-à-dire que je le comprends quand même très bien, je le parle, je me débrouille, mais je ne parle pas couramment l'italien. Et donc, il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Je sens aussi que dès que je suis fatigué, ma capacité de compréhension, elle chute à une vitesse vertigineuse qui fait que je décroche assez souvent. Donc, c'est exactement cet endroit-là qui, en fait, me plaît beaucoup. C'est-à-dire que je peux à la fois être là et puis en même temps, je peux me mettre aussi en mode... voilà, comme cette femme, dans la contemplation. Et je crois sincèrement que ça participe beaucoup au charme que je trouve à ces lieux qui m'entourent, c'est que je n'en suis pas tout à fait, j'en suis si je fais quelque chose pour en être, mais je peux être aussi en retrait et en contemplation. Et par rapport à ce que vous aviez dit, je crois effectivement qu'il y a, dans la position de l'écrivain, il y a quelque chose... Même quand on parle d'engagement, alors on ne va pas lancer le grand débat, mais c'est des questions qu'on me pose parfois par rapport à l'engagement sur certains de mes romans, et je l'aime bien cette idée d'engagement. Mais en même temps, je sais que je ne suis pas un homme d'action, je suis un homme de contemplation. Donc effectivement, être à un endroit où on regarde, où on écoute. Moi, il y a un truc que je n'ai pas dit dans le texte, mais mon rêve le plus absolu, c'est de me trouver une jolie petite table en bois et de me mettre, je ne sais pas, sur le Vieux-Port, avec du papier et un crayon, ou à Naples, ou à Venise, et que personne ne vienne me parler, et que juste vous me laissez là toute la journée, je vais regarder les gens passer, je vais regarder toutes les petites scènes de vie qu'il y a encore à Marseille et dans les villes italiennes qu'on aime, et je vais rentrer chez moi le soir et j'aurai 10 personnages. Donc oui.
J'espère que le MUSEM a une boîte à vœux parce que ça me paraît quand même dans l'ordre du réalisable. Pour ma part, je me retrouve tout à fait, en tout cas, dans ce que vient de dire Laurent, malgré le fait que dès l'origine, une partie de mes racines à moi sont italiennes. Je me suis toujours senti entre deux. De fait, je suis composé de ces deux choses-là, mais donc pour moi, j'ai la place privilégiée de celui qui peut être toujours un peu spectateur de ce qui se passe, puisque concerné qu'à moitié, d'une certaine façon. Et cette place-là me plaît beaucoup. Quand je suis en Italie, je sais switcher, j'allais dire, de ma part italienne ou de revenir à ma part française, selon que j'ai besoin de me mettre un peu en retrait ou de m'impliquer plus dans ce qui est en train de se passer. Et c'est très confortable de pouvoir faire ça. Et juste une toute petite parenthèse, mais... sur le lien qu'on a aussi au théâtre. Moi, mes parents sont comédiens. J'ai passé toute mon enfance à les suivre dans des théâtres et la place qui était la mienne, c'était celle d'être justement au bord de scène, dans les coulisses, à regarder mes parents sur scène. De là, à l'âge de 5 ou 6 ans, je dessinais, je faisais ce que j'appelais pas encore des bandes dessinées, mais je redessinais sur des feuilles ce qu'ils étaétaient en train de jouer sur scène. Et cette place-là, déjà, pour moi, il y avait un petit truc spectateur, mais quand même actif de quelque chose. Je faisais quelque chose de ma contemplation. J'ai l'impression que ça résume presque tout un morceau de ma vie, en fait, ça, de savoir ce que décrit Laurent en disant mettre une petite table dans un coin et passer la journée là. Je le fais chaque fois que je vais dans un endroit que je ne connais pas, que ce soit à Beyrouth, que ce soit en Italie, que ce soit en Asie. C'est le premier truc que je fais. Me mettre dans un coin de rue et regarder ce qui se passe. Entre le calme et le tumulte, c'est une très belle scène dont vous parlez dans les jardins invisibles. Il y a beaucoup d'échos, notamment dans les images. Alors, je pense peut-être au champ d'olivier dans le Soleil d'Escorta, qui peut renvoyer au champ d'orange qu'on croise dans Come Prima, ces collines, ce paysage que vous déployez dans le road trip des deux frères, que vous convoquez régulièrement. Comment est-ce que, peut-être lors de vos séjours, à quel moment, est-ce qu'il y a un moment actif où vous vous dites ça, je vais le garder, ça, je vais en faire quelque chose? Est-ce que vous avez votre carnet comme Laurent pourrait poser sa table? Est-ce que c'est des choses que vous reconvoquez par après? Est-ce que vous prenez des notes? Est-ce qu'il y a des choses qui vous obsèdent? Par exemple, on pourrait parler de ces enfants qui jouent au foot, qui est présent dans votre livre à paraître et que vous venez de mentionner dans votre texte. Donc, c'est des images qui sidèrent, quoi, comme dirait Barthes, en quelque sorte. Barthes a bien résumé la chose, je trouve. Pour ma part, en tout cas, j'ai toujours sur moi des carnets. J'ai besoin de glaner en permanence des choses, même sans me rendre forcément disponible pour. Je pense que j'ai un bout de ma tête qui est toujours en train d'écouter ou d'observer ce qui se passe et d'attraper des choses. Après, les paysages, pour revenir à la question initiale que je dessine, moi, dans mes livres, sont toujours composés d'endroits dans lesquels j'ai passé du temps, mais je les réinvente, toujours. Je compose, il y a un livre qui s'appelle Senso, qui se passe dans un parc. Ce parc existe, mais dans 3 parcs différents. Un du côté des Cinque Terre, d'où je viens, où se trouve ma famille. À Naples, où j'ai passé beaucoup de temps, et puis un petit jardin à Venise, et je compose quelque chose, ça devient ce parc. Donc je peux vous dire tel endroit c'est ça, c'est ça, mais ça devient donc un personnage presque en soi, ça devient une partie, en tout cas ça devient, c'est pas juste un décor. Voilà, l'Italie quand je la dessine pour moi n'est pas simplement un décor, et je peux me retrouver à l'intérieur. Vraiment. D'ailleurs, on en parle au singulier, mais c'est une Italie qui est éminemment plurielle, puisque que vous soyez à Gênes ou à Naples, c'est pas du tout le même pays, c'est pas les mêmes décors et c'est pas les mêmes enjeux non plus, les mêmes modes de vie. Il y a un mot qui revient souvent dans votre bouche, Laurent Godet, c'est le tempo. Je crois que vous êtes très sensible au tempo des choses. Et il y a un rythme aussi qui est propre à l'Italie. C'est l'heure de la sieste sacrée. Mais aussi, c'est le tempo de la langue qui est une musique. Même quand vous décrochez, vous restez sensible à cette musique. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses en commun dans notre regard avec Alfred. Il n'y a pas que la barbe blanche et les cheveux blancs. Et non, mais vraiment, moi, je le ressens quand je plonge dans sa trilogie italienne. Il y a
il y a sûrement, je me l'étais jamais formulé, mais cette question d'être ou de ne pas être, de regarder ou de rentrer dans la scène. Mais il y a aussi des choses je vais parler de choses plus concrètes et je pense qui constituent totalement une part de notre amour de l'Italie. En Italie, c'est quand même un endroit où vous pouvez être avec des gens très sérieux, je sais pas moi, des avocats, des éditeurs et des choses comme ça. À partir du moment où on se met à parler de bouffe, on casse quelque chose et on va parler de manière très libre. Cette chose-là, moi, je l'adore. C'est-à-dire que même dans une situation sérieuse où on ne se connaît pas bien, si on commence à parler de nourriture, ça va. C'est tout de suite très gourmand. Et puis il y a aussi, je trouve que Alfred, dans son dessin, fait vivre quelque chose qui m'est très étranger et que j'ai découvert avec l'Italie, c'est la vie de village. Moi, je suis né à Paris, donc je ne sais pas ce que c'est qu'un village, en fait. Enfin, pendant longtemps, je n'ai pas su. Ce sentiment d'appartenance à un village, cette manière de connaître le voisin qu'on n'aime pas, qu'on déteste, mais simplement il est là depuis qu'on est né et il sera peut-être là à votre enterrement. Donc en fait il faut faire avec, c'est quelqu'un du village. C'est des choses que j'ai découvert avec l'Italie parce que une partie de mon Italie aujourd'hui, c'est un petit village des Pouilles dont est originaire la famille de mon épouse. Donc je suis rentré aussi dans une famille et je trouve qu'il y a ces figures-là dans Alfred. Il y a ce qu'on appelle horriblement le simplet du village qui apparaît. Il y a toujours des personnages comme ça un peu bancals qui sont là. Alors certains vont jeter des pierres à ces hommes, d'autres au contraire ont trouvé un mode d'être beaucoup plus pacifié et sympathique. Mais cette petite vie de village où on est obligé de faire avec les autres qui n'ont pas été choisis, je la trouve super juste et moi, pour moi, elle est directement italienne parce que je ne la connais que là-bas, en fait. Je fais un tout petit pont, mais ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma italien des années 50, 60 et 70, qui est, je pense, vous serez évidemment d'accord, le plus grand cinéma du monde. Dans ces années-là, c'est en tout cas le cas. Il ne faut pas oublier que tous les gens qui vont faire le nouvel Hollywood d'après, dans les années 70, ce sont que des immigrés italiens qui connaissent très bien ce cinéma-là et qui vont, les Scorsese, les Coppola, ces gens-là vont faire du cinéma italien aux États-Unis avec leur préoccupation, en tout cas du moment. Mais c'est quoi? C'est des petits quartiers, des marginaux, des laissés pour compte, des gens un peu esquintés. C'est jamais des héros. C'est souvent des gens qui sont déjà perdants alors que le film vient à peine de commencer. Et en 1h30, on va vous faire passer par 50 émotions différentes. Vous allez rire, pleurer, mourir, enfin voilà, vous rabibocher, manger, baiser. Enfin, il va se passer 1000 trucs en 1h30. La vie, en fait, tout simplement. Et c'était parce que ces gens-là vivaient dans des petits quartiers, vivaient dans des petits villages, venaient de ce genre d'endroit-là et racontaient ça, en fait, aussi. Donc voilà, après le cinéma américain, on a fait autre chose, mais ça rejoint un tout petit peu, ou alors je me trompe complètement en disant que ça rejoint, non, ce que vous venez de dire, Roland. Non, j'ai l'impression que ça rejoint en tout cas le fait d'aimer... moi, ce que j'aime dans ce cinéma-là, c'est qu'il me donne l'impression qu'il parle de mon voisin, et c'est quelque chose que j'essaie de mettre, moi, en tout cas, dans mes livres. Voilà. Je peux dire quelque chose sur le travail d'Alfred aussi. Il y a une chose, je l'envie beaucoup pour une chose que je n'arrive pas à faire. Non, mais c'est vrai, je vais le dire. Il y a une capacité, je pense, grâce au dessin, et sûrement aussi grâce à son talent, mais à être à la fois dans le récit de ce que tu appelais des petites vies ou de personnages qui sont un peu bancals. Il y a des trucs qui n'ont pas marché dans leur vie. Je pense au personnage de Senso au début. Alors moi j'ai beaucoup ri parce que vous allez voir, ça commence sur un personnage qui arrive à un endroit. Il pense avoir réservé à l'hôtel et en fait non, il n'a pas confirmé, donc en fait il n'y a pas de chambre. Moi, ce truc-là m'est arrivé un 31 décembre dans une ville à l'étranger. Je peux vous dire, ma famille était là, je m'en souviens encore. On arrive au comptoir, on est tout content. 31 décembre, on sait qu'il y aura de la place nulle part. Ah non, vous n'avez pas confirmé votre... Donc j'étais tout de suite avec toi de manière très très proche. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout cet embarras qu'il y a parfois dans les personnages où on sent qu'ils sont un peu empêchés, qu'ils ont des rêves plus grands que la réalité de leur vie, il y a aussi des moments où, parce que la page s'ouvre, parce que tout d'un coup il y a une double page sur un paysage, il y a une vraie capacité à célébrer en fait la beauté. Et ça, j'envie beaucoup le dessin pour ça, parce que le dessin peut le faire de manière simple et rapide. C'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir une double page et d'avoir le talent pour que ça soit beau, et tout d'un coup on est là-dedans. Et ça correspond, je trouve, très fort à des sensations qu'on peut avoir quand on se promène en Méditerranée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ces villes-là qu'on aime qui sont assez suffocantes, surtout si vous y êtes entre le 1er et le 25 août. Mais il y a toujours des endroits où tout d'un coup on entre
et on est ailleurs. Alors c'est souvent des jardins, ça peut être un cimetière. C'est très difficile à décrire en écriture. Et par contre, c'est toujours présent dans tes dessins. J'ai parlé du vol des étourneaux, mais je pense aussi aux pages absolument magnifiques. Je crois que c'est dans Come Prime, hein, où tout d'un coup, avec le linge étendu, tu fais toute une longue série sur le blanc, et on est dans un espace ouvert, tout à fait ailleurs. Y a souvent ça dans ton travail, des moments de rupture, de pause, et qui vont juste célébrer, encore une fois, dans Senso, le dernier, les pages sur les jardins, c'est absolument magnifique. Enfin, on est dans le Grand Maulne, tout d'un coup, il y a une espèce de... Et ça, c'est vrai que dans la tension d'un roman, dans la structure d'un roman, moi, au bout de 3 lignes, si j'ai décrit un arbre, je vais être un peu sec, quoi. Donc, voilà. Je vous prends au vol avec cette série qui est effectivement très belle de discussions sur fond de linge qui sèche et la bulle, la case devient de plus en plus blanche. La discussion qui se passe parle d'absence, de silence. J'avais peut-être juste envie, parce qu'on a, je pense, donné une idée de la carte postale italienne. Il y a aussi la face sombre, je pense, de l'Italie, un certain rapport, un code comme ça, de violence, de revanche, qui peut être très fort et très dévastateur. Je crois que tous les deux, d'une certaine manière, vous avez aussi essayé de remettre en scène, pour en flouter parfois les contours, de cette masculinité un peu taiseuse, et comment lutter contre. Il y a le vœu qui est exprimé, je pense au Soleil d'Escorta, où Raphaël dit il faut qu'on parle, il faut qu'avant de partir, chacun dise quelque chose aux enfants. Et vous, je pense à ces 2 frères qui n'arrivent pas à se parler, avec le boxeur qui est une belle métaphore quand même de l'incommunicabilité. Voilà, comment est-ce que vous avez chacun abordé cet aspect-là, qui est peut-être la face un peu plus ombragée de l'Italie que vous mettez en scène dans vos œuvres? Moi, je peux répondre parce que c'est une chose effectivement qui était qui court dans le livre Le Soleil d'Escorta, qui était un peu un des points d'origine du Soleil d'Escorta. Quand j'étais jeune, j'ai découvert avec beaucoup de passion le travail poétique de Cesare Pavese. C'est une poésie que j'aime beaucoup. Et puis voilà, et puis le sud, la Sicile, Naples, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de présence comme ça de l'homme du sud, silencieux, donc viril, qui a bien opéré sur moi. Enfin, c'est vrai qu'en plus j'étais un jeune homme plutôt timide, donc plutôt du côté du silence que du côté de la parole, contrairement à aujourd'hui, vous voyez, où je parle beaucoup. Mais donc ouais, il y a quelque chose de ce côté-là. Je pense que ça participait complètement au charme que je trouvais à cette ère-là. Et en même temps, pour d'autres raisons, de famille beaucoup, mais d'éducation, je savais aussi, j'avais aussi la conviction que la parole est puissante, est très puissante, à la fois dans sa capacité parfois malheureusement de destruction ou d'empêchement ou de blessure, mais aussi dans sa capacité curative, dans sa capacité de consolation au sens le plus noble du terme. Donc il y a eu une espèce de petite friction comme ça dans ces années-là, et le Soleil d'Escorta est exactement inscrit dans ce chemin-là. C'est-à-dire que si vous regardez sur la première page, j'ai voulu qu'il y ait en exergue un extrait d'un poème de Pavese qui s'appelle Les mers du Sud, qui est un poème que j'aime beaucoup, et qui commence comme ça: Camminiamo una sera. Enfin, je ne veux pas vous faire en italien, mais c'est un oncle et son neveu qui marchent dans les collines. L'oncle se tait et ça se termine par Tacere la nostra virtu, qui pourrait se traduire par se taire, voilà notre force. Donc on est vraiment dans le silence. Et en même temps, moi je voulais que le livre déplace ça. Et effectivement, on pourrait imaginer que l'Escorta serait tout entier là-dedans, sauf qu'il y en a un à un moment donné, et je n'en dis pas tellement plus parce que pour ceux qui vont venir dans 1 heure à la lecture d'Escorta que nous allons faire, c'est justement un des extraits qu'on a choisi, où un frère dit aux autres: mais en fait il faut qu'on se raconte un truc, quoi, parce que sinon ça recommencera sans cesse. Et donc effectivement, il y a au moins l'Escorta ont à un moment donné l'intelligence de se dire que le vrai courage, contrairement à ce que dit Pavese, le vrai courage, il est parfois du côté de la parole, effectivement. Pour ma part, c'est très simple, c'est que dans ma famille, c'est comme ça. On ne parle pas. Mes parents sont comme bien, donc ils s'expriment beaucoup sur scène.
Dès qu'ils en sont sortis, on ne se dit pas les choses. Avec mes frères, on est 3 frères, on ne se dit pas les choses. Donc il y a quelque chose contre lequel moi j'ai eu besoin d'aller contre ça. Je suis celui qui questionne le plus de la famille, qui n'obtient pas toujours forcément beaucoup de réponses, mais au point qui questionne. Et à travers mes livres, c'est une façon pour moi de prendre la parole, de faire dire des choses à des personnages dont je sais très bien que lui, c'est plutôt un peu à lui que je m'adresse, etc. Tous les personnages de mes récits, enfin on est nombreux à faire ça, mais soit un petit morceau de ce qu'on est nous-mêmes, du plus sympathique au plus connard, je ne sais pas comment dire, mais en fait on s'ingère un petit, on s'intègre, on se répand un peu dans chacun des personnages, et je m'adresse à certaines personnes à travers ce biais-là, parce que dans ma famille, on ne parle pas. En tout cas, si les Italiens sont taiseux, l'Italie, elle, est sonore. Et ce que je trouve incroyable, c'est que vous arrivez en dessin, non mais c'est vrai, en dessin, vous arrivez vraiment à montrer le brouhaha, par exemple dans une gare. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Laurent, mais il y a quelque chose comme une musique qui s'échappe de vos dessins. Donc, c'est bien gentil. En fait, il y a une des choses qui m'intéresse moi dans le dessin, c'est de traduire... Effectivement, alors du son, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est particulièrement le cas dans Maltempo, qui raconte justement une bande de jeunes adolescents qui veulent faire du rock'n'roll dans un endroit où on ne rêve pas à faire du rock'n'roll. On va soit travailler à l'usine, sur des chantiers, soit bosser pour la mafia, mais il n'y a pas d'autre alternative. Et un petit groupe de gamins dans Maltempo veulent croire qu'il y a peut-être un truc autre, un autre chemin possible. Et ce qui m'intéressait particulièrement là, c'était que de faire du son avec du trait, de trouver la vibration de ce que peut être le rock'n'roll quand on a 15 ans, et qu'en jouant mal, en tout cas, on y met toute son énergie, tout ce qui est disponible. Voilà. J'ai peut-être une dernière question, puisqu'on est dans l'atelier de l'artiste. On a vu Alfred travailler, on a vu sa main vraiment littéralement sur le dessin. Vous, Laurent Godet, vous écrivez toujours à la main ? Ah oui, moi je suis un dinosaure, donc j'ai besoin de pages blanches et d'un stylo. Et c'est très important. J'ai essayé, je me suis dit, allez, il faut rentrer dans le 21e siècle, allons-y. J'ai essayé d'écrire directement parfois à l'ordinateur. Ça n'est possible que pour certains textes. C'est possible pour les textes de commande, par exemple pour des journaux, c'est possible pour des textes... Mais quand je suis dans la fiction, quand je suis dans un roman, dans une pièce de théâtre, dans une nouvelle, dans de la poésie, il faut que ça se passe par la main. Et j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de ce rapport musculaire avec l'écriture. Oui. Et ensuite, vous les tapez vous-même ou vous êtes comme Jean Giono qui a une secrétaire je suis un dinosaure, mais je sais taper. Et je tape maintenant avec 3 doigts, mais assez vite. Donc, non, je tape moi-même mes textes. Et c'est une étape importante du travail parce qu'en fait, il y a eu une fois où j'étais très en retard sur les délais d'édition. Je m'étais dit, pendant que je finis, je vais faire taper le début par quelqu'un. Je l'avais fait. En fait, ça marche pas très bien parce que ce moment-là où je reprends moi-même le texte et où je le tape, et c'est aussi un moment où, en fait, on passe à une version. C'est pas tout à fait une version 2, mais c'est déjà une version 1,5. Enfin, je fais beaucoup de modifications. C'est le moment de filtrer certaines choses, de dire non, cette phrase je l'ai déjà dite là-haut, on l'enlève. Ou voilà. Donc en fait, c'est important aussi de taper moi-même parce que ça fait avancer le texte d'un cran. Je vous retourne la question. Est-ce que vous travaillez toujours comme ça ou est-ce que l'IA est déjà arrivée dans vos procédés de L'IA travail ? ne m'aura pas. L'IA ne passera pas par moi. Non, moi c'est tout à la main. Il faut qu'en fin de journée, j'ai les doigts sales et douloureux. Je me sers pas. Le seul endroit où je me sers un peu d'un ordinateur, c'est quand je vais coloriser les pages. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré quelques pages donc, de l'adaptation de Pour seul cortège. Elles sont donc à la main, c'est de l'aquarelle. Et par contre, à un moment, l'ordinateur va intervenir pour venir éventuellement rejouer sur des chromis, des choses comme ça, un peu comme au théâtre, on viendra rajouter quelques éclairages parce que les comédiens sont déjà là, le texte est déjà beau. En rajoutant ça et un peu de fumée, ça donne plus de puissance, ça les soutient. Voilà. Donc je vais faire ça avec l'ordinateur, mais c'est vraiment toute petite étape. Moi, je travaille dans des carnets, sur du papier, j'ai des encres et des aquarelles partout. Je finis très sale chaque fin de journée. Il y a un côté un peu artisan quand même. Et j'ai besoin même quand j'écris ou quoi d'écrire pareil à la main, les dialogues. Même là, sur l'adaptation que je fais, je réécris les dialogues depuis le roman. Je réécris moi dans un carnet les phrases que je conserve, comment je les réorganise. J'ai besoin de passer par ça. Mais tu poses une histoire avec des mots et tu ensuite
ou c'est certains dessins qui font naître l'histoire? Vraiment les deux. Les deux. Les deux, ouais. Un carnet pour moi d'un livre en cours, c'est un espèce de grand gloubi-boulga de croquis, souvenirs, des rêves, des anecdotes vécues, des choses. Je mélange un peu tout ça, je fais des dessins, je suis sur une plage, et puis il y a un des personnages dans Maltempo, par exemple, qui est quelqu'un que j'ai vraiment vu passer sur une plage en Calabre. Je le dessine là, tout de suite. C'est celui que tu appelais le Saint-Pré du village. C'est quelqu'un que j'ai vu passer habillé en cheval de bois sur la plage. Ça un peu comme ça saisit tout le monde, et moi je dessine ça, et ça je me dis ça va, à un moment ça viendra quelque part, ça trouvera sa place quelque part, et c'est là-dedans que je vais piocher. Donc il y a de tout, parfois c'est un dessin, parfois c'est une photo que j'ai trouvée dans la presse d'un truc, et je fais des espèces de dossiers dans des carnets en fait, quoi, voilà. Et vous, Laurent Godet, quand vous commencez un texte, vous savez, vous avez un plan, vous êtes comme Racine qui disait une fois que je commence à écrire, la pièce est déjà faite, ou vous êtes plutôt Modiano qui se laisse porter par... Non, j'ai essayé une fois, je ne suis pas Modiano malheureusement, j'ai essayé plutôt une fois Racine. de... Ouais, j'ai besoin de connaître la fin avant de commencer, j'ai besoin de connaître le parcours de tous les personnages important de manière assez détaillée. J'ai besoin d'avoir une architecture assez complète de ce qui va se passer. Après, ce qui est quand même assez magique, parce que ça, c'est des choses dont j'ai besoin pour partir, en fait. Fort heureusement, le travail de l'écriture du premier jet n'est pas uniquement la transposition en mots de tout ce que j'avais déjà prévu, parce que ça serait mortel. Je serais le premier à m'ennuyer. En fait, à partir du moment où je démarre, tout bouge, tout change. Un personnage dont on avait prévu qu'il serait secondaire s'impose parce qu'on prend du plaisir à l'écrire, parce que il est inspirant, donc on finit par avoir plus envie de lui faire de la place, et donc ça finit par déséquilibrer tout le petit plan qu'on avait prévu, parce que les forces se modifient, et donc il y a tout un travail qui fait qu'en fait ça n'est pas juste suivre le plan initial, mais j'ai besoin du plan pour démarrer, oui. Alors, merci beaucoup. Le temps file. On va annoncer un petit peu la suite des événements. Vous avez souhaité, Laurent Godet, partager une lecture qui va avoir lieu maintenant, d'un texte qui va ouvrir un petit peu l'horizon. Alors, on va rester sur le bassin méditerranéen, mais on va changer de rive. Vous allez en dire un mot dans un instant, mais peut-être d'abord, je voudrais juste dire que à l'issue de cette lecture, on va demander au public de sortir de la salle afin que la technique et vous-même puissiez vous installer pour la suite de l'après-midi, c'est-à-dire une lecture avec Elio Godet et Anna Godet du Soleil d'Escorta, suivie ensuite d'un concert. C'est un peu votre week-end de rêve, Noël avant Noël, là, Laurent Godet. Moi j'adore, ouais. Je dois dire que je trouve ça assez joli, parce qu'il faudrait préciser que vous étiez vous-même un des invités des Mondes de Maryse Condé quand Absolument. elle était l'invitée elle-même du Mucem. Donc il y a un petite passation de flambeau qui se fait. Voilà, c'est aussi l'occasion de saluer l'œuvre de cette autrice. Et donc on va vous demander de sortir dans la salle. Vous pourrez en profiter pour vous faire dédicacer votre livre par Alfred, qui sera dans le forum avec ses ouvrages. Ensuite, vous pourrez revenir pour la lecture. La soirée se clôturera avec un concert. Un concert du groupe polyphonique corse Affilette, qui me font l'amitié de venir. Voilà. Et une dernière chose, c'est que les livres de nos deux jeunes hommes sont disponibles sur la table de la librairie dans le forum. Donc si nous avons piqué votre curiosité, n'hésitez pas. Vous, Laurent Godet, vous dédicacerez plus tard ce soir, puisque là, vous allez vous concentrer sur la suite des événements. Un mot peut-être sur la lecture. Alors ne partez pas tout de suite, parce qu'on a encore une dernière chose à vous proposer. C'est qu'effectivement, on voulait finir ce temps-là par l'évocation de Beyrouth, en fait. On avait envie, enfin moi j'avais envie, je pense que Alfred est avec moi sur cette affaire-là. C'est une ville qu'on connaît tous les deux. C'est une ville qui nous a plu à tous les deux énormément, et c'est une ville qui évidemment souffre beaucoup aujourd'hui. Donc l'idée était simplement de finir cette rencontre sur voilà, moi je pense beaucoup à Beyrouth en ce moment, j'ai des amis là-bas, et on voulait que cette ville soit ici avec nous aujourd'hui, parce qu'on parle de Méditerranée, elle en est une espèce d'image magnifique, malgré les cicatrices, les blessures, malgré les coups qu'elle prend aujourd'hui. Je voulais donc finir par la lecture d'un texte
que j'ai écrit il y a exactement un an, donc qui a été écrit, je tiens à le préciser parce que qui a été écrit avant ce qui se passe en ce moment à Beyrouth, avant les bombardements, donc ils ne sont pas évoqués dans le texte parce qu'à l'époque ça n'existait pas. J'étais à Beyrouth il y a un an pour le Salon du Livre, mais c'était juste au moment du 7 octobre en fait. J'étais à Beyrouth par un drôle de hasard, et un des journaux libanais qui s'appelle L'Orient le Jour nous avait demandé d'écrire de prendre possession du journal, et chaque écrivain qui était invité devait faire un article. Moi, j'avais décidé, en discussion avec les journalistes, d'écrire sur les statues à Beyrouth. Et donc, je voudrais évoquer, vous lire ce texte-là qui évoque, donc je le redis, non pas la situation actuelle, mais toutes les autres crises que cette ville a connues depuis 10 ans. Et on a vraiment l'impression d'une roue infernale qui les remet par terre à chaque fois qu'ils ont l'espoir de se relever. Donc voilà, c'était une sorte de bouquet final sur l'amitié et l'affection pour Beyrouth. Longtemps, à Beyrouth, j'ai cherché les statues. D'ordinaire, les villes en raffolent. Elles en mettent partout, sur les places, les avenues ou dans les jardins publics. Cela leur permet de se raconter, de se définir. Le voyageur que je suis prend toujours un plaisir particulier à les découvrir. On rencontre ainsi de grands hommes, malheureusement plus rarement de grandes dames, des allégories de toutes sortes à la victoire, à la liberté, des hommages aux victimes de l'histoire. L'héritage, l'identité et l'aspiration des peuples, voici ce qui se joue dans l'érection d'une statue. Parfois, elles traversent le temps sans remous. Parfois, elles font face à la colère des foules et sont déboulonnées à l'occasion d'un changement de régime ou parce qu'une époque ne se reconnaît plus dans les héros d'antan. Il arrive que la jeunesse leur monte dessus avec irrévérence, mais aussi qu'elle vienne déposer à ses pieds sa tristesse et des fleurs. Lieu de la culture et du souvenir, mais aussi de l'idéologie, la statue est un enjeu complexe qui cristallise toutes les tensions identitaires en essayant de les magnifier. À Beyrouth, ce qui me frappe, c'est qu'elles sont rares. La raison première en est peut-être que l'histoire ici, ce sont les façades des bâtiments qui la portent. Au fond, la maison jaune ou l'œuf de la place des Martyrs ont les mêmes fonctions qu'une statue. Sauvée de la destruction immobilière, elle n'exalte rien, mais reste là, vide et silencieuse, rappelant chaque jour les déchirures d'hier de la guerre civile. Mais cette rareté raconte également le morcellement identitaire du Liban. Comment ériger des statues dans une ville qui n'a pas d'avis commun sur son passé ? Comment décider de qui fut un héros ? Comment choisir ceux qui méritent l'admiration de la postérité dans une ville où les tensions communautaires sont encore si fortes ? Le passé au Liban est un sable mouvant. Si l'histoire récente n'est pas enseignée dans les écoles, on imagine mal comment on pourrait décider des scènes historiques que la nation pourrait mettre en fresque. À Beyrouth, chacun a son histoire. Chaque quartier, ses héros. Près de la mer, entre l'hôtel Phénicia et l'hôtel Saint-Georges, à l'endroit où il a été assassiné, on trouve une statue de Rafik Hariri, debout, solide, comme ancrée dans la terre. Un peu plus haut, une de Samir Kassir, assis, invitant le promeneur à s'asseoir à côté de lui pour prendre part à la discussion. Mais ces statues représentent des hommes nécessairement identifiés comme appartenant à une communauté, une idéologie, une vision du Liban. Finalement, ce que l'on entend peut-être le plus en les contemplant, ce n'est pas l'hommage, c'est la menace. Elle semble rappeler aux passants que Beyrouth tue. Elle nous raconte la violence urbaine, le meurtre dans la rue. Mais là encore, les Beyrouthins posent-ils tous le même regard sur ces meurtres ? Ces statues seraient-elles acceptées dans tous les quartiers de la ville ? Décidément, la part de politique et d'idéologie qu'il y a dans toute statue en fait un objet épineux, ici, plus qu'ailleurs. Ce que j'aime le plus dans les statues, c'est lorsque le temps se charge de modifier le sens dont on les avait parées initialement. Puisqu'elles habitent les villes, il est normal qu'elles en partagent les douleurs et les aléas. Qu'elle le veuille ou non, la statue qui se rêve immobile et constante est frottée aux blessures du présent. Et cela la transforme.
Le monument de la place des Martyrs était fait pour célébrer les héros de la résistance face à l'occupant ottoman. Mais des décennies plus tard, la guerre civile s'est emparée de la ville. Les personnages de la statue ont été criblés de balles. Les impacts sont encore visibles aujourd'hui. Et ce que dit la statue aux passants, c'est la cicatrice profonde des années de guerre fratricide. Dans les gestes pleins d'emphase qu'ont les protagonistes de cette fresque, on entend maintenant les hurlements des mères qui voyaient tomber leurs fils d'un côté et de l'autre de la ligne verte. Parfois, au lieu d'en altérer le sens, le présent le renforce. C'est le cas, je crois, pour la statue de l'émigrant. À l'origine, il y avait sûrement la volonté de rendre hommage à celui qui part, façon de dire que l'exil a toujours accompagné l'histoire du Liban, que c'est un pays bien plus grand que son territoire parce qu'il y a une diaspora. Et puis, il y a eu la grande explosion de 2020, et cette statue, étrangement, est restée debout. Ce souffle chaud du malheur lui confère dès lors une autre dimension. Avant, les migrants regardaient la mer, depuis, on a l'impression d'être face à un personnage qui regarde en permanence le désastre, un homme qui devait partir mais qui s'est arrêté et n'a pas pris son bateau, ou simplement un homme qui se remplit une dernière fois de la tragédie pour ne jamais l'oublier et l'emmener avec lui partout où il ira. Cela lui donne une gravité supplémentaire. Au milieu de toutes ces voitures qui vont et viennent à ses pieds, la statue s'arrête pour nous et nous offre un recueillement. Les familles des victimes de l'explosion ne s'y sont pas trompées puisque c'est à ses pieds qu'elles se réunissent régulièrement pour manifester et demander que justice soit faite. Et si Beyrouth, aujourd'hui, avait besoin de statues comme celle-ci, hommes et femmes du peuple qui vivent les tourments du temps, et si l'urgence était de rendre hommage à ceux dont la maison a été détruite, à celles et ceux qui ont transporté des brouettes entières de verre cassé pour nettoyer les rues après l'explosion, à ceux qui subissent la pesanteur des jours, une statue pour celui qui ne peut plus aller chercher son argent à la banque parce que la banque a fermé, qui ne trouve pas la pièce de rechange pour sa machine à laver, pour celui qui se rend compte que les taux de change ne lui laissent plus rien de ses économies, à celui qui fait la queue depuis 3 heures pour avoir de l'essence, à celle qui, dans un pays en plein chaos, a encore la force de manifester, à celui qui, face à la corruption généralisée, continue de penser qu'il faut se battre pour la justice, aux mères qui se désolent face à la pauvreté de leurs enfants, aux petits vendeurs de rue qui ne savent plus comment vivre. Une statue pour tous ces hommes et toutes ces femmes qui subissent le poids du malheur et qui constatent avec horreur que la spirale du pire est sans fin. Une statue pour toutes celles et ceux qui ont ressenti avec terreur que la vie n'allait pas se dérouler comme ils l'avaient rêvé. Tout le monde ne fera pas partie de la génération qui verra le vieux monde s'effondrer. Il est à souhaiter pour le peuple libanais qu'un grand renversement advienne, que la jeunesse parvienne enfin à renverser la table et les dessous de table. Il serait beau de voir cela. Tant d'entre nous l'attendent. Un bol d'air pour un Liban qui n'en peut plus. Une réaction du peuple face à une crise permanente, mais une fois, il faut parfois des décennies. Des vagues successives, des poussées de fièvre et des retours au calme, des colères transmises, des combats perdus, des aspirations ravalées de génération en génération. Rien ne dit que la crise permanente ne va pas encore durer. Les jeunes Libanais qui ont manifesté en 2019, verront-ils le grand renversement? Qui peut le dire? Ils ont manifesté, ils ont hurlé leur colère, dit le monde meilleur qu'ils attendaient, ils se sont levés, ont ressenti la liesse du renouveau, ils n'ont pas démérité, et cela suffit à les rendre admirables. Des statues pour ceux qui ont manifesté contre les ordures, contre la taxe WhatsApp, contre la fermeture des banques, qui pour l'heure ne voient pas le début d'un changement. Cette génération sera peut-être celle appartenant à une période que les livres d'histoire appelleront de transition, mais cela ne dit rien du courage quotidien dont elle a fait preuve. Une statue pour ceux qui attendent autre chose, qu'on se souvienne, dans les décennies à venir, que des gens ont vécu durant ces années mornes, qu'ils ont été comme nous, comme vous, qu'ils ont juste cherché à être heureux, à protéger leur famille, à avancer un peu dans la vie, mais que tout était dur et usant. Ils se sont réveillés, piégés dans une époque qui fracasse, enlisés dans la crise qui endommage le corps et brouille l'esprit en rendant tout impossible.
que celles et ceux qui viennent après nous s'en souviennent. Et s'ils ont la chance de pouvoir danser dans un monde nouveau, qu'ils le fassent en se rappelant que tant d'entre ceux qui les précédèrent auraient aimé pouvoir le faire, juste cela, danser et chanter dans la poussière d'un vieux monde qui s'effondre enfin. Alors oui, une statue pour celles et ceux qui attendent le bonheur dans les rues de Beyrouth. Si vous vous rasseyez, les gens ils vont jamais partir. Mais moi non plus, j'ai pas envie de partir. Merci beaucoup. Vous revenez dans 20 minutes, Laurent, ouais, pour la lecture du Soleil d'Escorta. Merci Alfred, merci à vous surtout et bonne suite d'après-midi.